Oui, alors bonjour, moi je suis Sylvain Ferron, je suis adjoint sur la commune de Jouarre. Moi j'attaque mon 3e mandat en tant que responsable de la sécurité, mais j'ai aussi 22 ans de police dans la rue, dans le quartier, un des quartiers les plus difficiles de France, et bon, par devoir de réserve, je ne le citerai pas, mais on fait plus de 5000 gardes à vue par an. On est confronté à tout genre de criminalité dont vous avez cité les noms, y compris des trafics de stupes et maintenant tout ce qui est contrefaçon, vente de produits fortement taxés, etc. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous faites une analyse vraiment complète. Moi, j'ai pris plein de notes, mais ce genre d'analyses, elles sont faites sur la base de statistiques, de chiffres qui sont des comptes rendus qui sont journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels, et tout ça, ça reflète pas forcément tout ce qui se passe dans la rue. Les gens qui font les statistiques, moi en 22 ans de carrière, je les ai pas vus, et je peux vous assurer que les administrés, ce qui craignent le plus, c'est pas forcément les risques majeurs, qui sont les risques terroristes qu'il faut combattre, mais c'est la petite et moyenne délinquance qu'on retrouve devant son palier, devant sa porte. Alors effectivement, on a moins de vols de voitures, moins sur les biens, on est beaucoup plus protégé. Par contre, sur les violences, je dirais que les violences, moi, je les ressens beaucoup plus dures. On a une recrudescence de violences avec armes, des coups de couteau. Moi, j'en ai quasi journellement. Et je dirais que tout est faussé parce que si on fait cette demande de chiffres et cette demande de statistiques, on a des services de police qui ne sont pas forcément à la place où ils devraient être. Un seul exemple. Un service de police qui, pour le Grand Paris, a été distribué en banlieue, où on aurait besoin d'eux. Quand vous voulez travailler sur un trafiquant de stupes, on va mobiliser une équipe pendant 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, pour arriver à la fin à interpeller 6, 8 personnes maximum. Ce même service de police, et ça c'est du vécu, tous les jours vous ramène un type qui a une suspension de permis, une alcoolémie légère, ça leur fait une arrestation, et les chiffres, vous les avez, en 15 jours, ils font 15 arrestations au lieu de 6 ou 8, mais c'est pas du tout la même délinquance. Et pour finir, parce que autrement je vais passer la journée, je dirais qu'on voit des gens qui, pour une récidive de défaut de permis, je minimise pas, mais quand même, ou un délit de grande vitesse, va prendre 3 ou 6 mois de prison. Et un délinquant que moi je vois 7 fois dans le mois, sur 60... Alors, un exemple concret, 78 arrestations, 78 sticks et 9 mois de prison en tout et pour 78 arrestations. Donc on se pose des questions. Beaucoup de sujets dans votre intervention. Premier point. Oui, bien entendu, les statistiques policières, et je crois que je l'ai dit, ne reflètent pas la réalité de la criminalité. Vous avez un iceberg, la statistique policière, c'est au haut de l'iceberg, tout le reste est en dessous. Non pas nécessairement parce que l'État cache les choses, mais parce qu'à un moment donné, il faut une victime qui aille au commissariat déposer plainte. C'est pour ça d'ailleurs donc qu'on a mis en place ce dispositif permettant de connaître la différence entre ce qui est connu et ce qui est vécu. Et c'est ce dispositif d'ailleurs dont nous devons faire en sorte qu'il devienne l'indicateur véritablement de la réalité de la criminalité. Les Britanniques, par exemple, ne définissent pas les politiques publiques de sécurité sur les statistiques policières, mais les définissent sur la réalité à travers leur enquête nationale de victimation. Donc il faut aller là-dessus. Nous accueillons Jean-François Copé. Nous sommes aux questions. Je finis. Oui. Sur la question concernant le trafic de stupéfiants et le fait effectivement qu'il faille un investissement pour les forces de police très, très important et parfois très long et donc qui n'est pas rentable immédiatement en termes statistiques, c'est vrai que c'est une vraie question.
Il faut là aussi, à un moment donné, que les services de l'État définissent peut-être plus clairement les priorités. La lutte contre l'économie souterraine demande un investissement très très long, effectivement, qui est beaucoup moins rentable qu'un bâton lorsqu'on interpelle un usager de stupéfiants. Donc d'ailleurs, ce qu'il faut promouvoir plus que ce qu'on appelle à tort la culture du chiffre, c'est la culture du résultat. Là encore, j'en reviens à l'évaluation, il est normal que les services de police et les unités de gendarmerie soient évalués. C'est tout à fait logique. Faut-il encore avoir les bons indicateurs, et pas nécessairement des indicateurs quantitatifs, mais également des indicateurs qualitatifs. C'est ça qui est véritablement très important. Encore une question, nous l'accueillons avec plaisir. Dernière. Elle est là-bas dans le fond. Passez le micro. Oui. Vous n'avez pas parlé de la cybercriminalité parce qu'il me semble qu'on est au XXIe siècle et vous avez complètement élucidé la question. Alors, quels sont vos moyens de lutter contre cette nouvelle criminalité ? Alors j'en ai quand même parlé dans les nouvelles menaces. La cybercriminalité, enfin les nouvelles technologies sont effectivement un nouveau vecteur de la criminalité et il est extrêmement difficile aujourd'hui, de par aussi l'abolition des frontières, en l'occurrence là c'est l'abolition de frontières immatérielles, de lutter contre ce phénomène qui peut permettre la propagation de rumeurs, qui peut permettre bien entendu de commettre des délits, par exemple des escroqueries, ou encore propager des propos à caractère raciste ou antisémite. Donc je crois que c'est un secteur dans lequel il conviendra de porter encore plus ces efforts. La LOPSI, qui est en cours d'examen, enfin qui va être examinée à l'Assemblée en novembre, va sûrement permettre encore de renforcer les moyens des services de police pour lutter contre ces nouveaux phénomènes. Mais c'est vrai que ce qui est important aussi, et ce qui n'est pas souvent le cas, c'est de pouvoir mieux anticiper les événements. En général, on découvre les services de l'État, l'État découvre souvent les menaces parce que les criminels sont parfois beaucoup plus en avance que les services de l'État, compte tenu aussi de la lourdeur de l'administration parfois à s'adapter. Donc là, je pense qu'on a pris la mesure de cette menace qui est très, très variée et que justement les textes qui devront être adoptés devraient permettre d'accroître l'efficacité de la police dans la lutte contre la cybercriminalité, même si ça reste un secteur où il sera beaucoup plus difficile d'agir que, par exemple, lutter contre certaines organisations criminelles. J'ai négocié avec Michel Well une ultime question. Et une question également courte. Allez, la première main qui se lève. Si, c'est là-bas. Et ce sera la dernière des dernières. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question qui me perturbe un peu. J'ai connu l'intéressement dans le secteur bancaire et on a vu ce que ça pouvait donner à une époque au niveau des PME et des PMI et notamment des commerciaux qui prenaient n'importe quelle affaire. J'aimerais savoir le rôle de l'intéressement au niveau des secteurs de police. Je ne sais pas ce que vous appelez intéressement au niveau des secteurs de police. Je dirais que dans leur salaire, ils ont aujourd'hui... Ils ont des primes, oui. Oui, des primes d'intéressement et que j'aimerais connaître l'effet pervers de ces primes d'intéressement que j'ai vues par ailleurs dans d'autres secteurs de ma vie. Sur les contraventions, aucune. Après, je pense que c'était peut-être ce que vous suggériez. Après, il est normal qu'à un moment donné, des unités, des services qui sont efficaces, qui arrivent à résoudre des affaires, qui arrivent à démanteler des réseaux ou à élucider des affaires de vol avec violence, puissent éventuellement, soit à titre individuel, soit à titre collectif, bénéficier de primes. Je pense par contre que cet intéressement, cette prime, doit être liée non pas, là encore, à un aspect quantitatif, c'est-à-dire j'interpelle tant d'usagers de stupéfiants durant le mois, mais au contraire, on doit aller vers un intéressement beaucoup plus lié au travail qualitatif. Effectivement, je mets peut-être 6 mois à résoudre un trafic, mais en résolvant ce trafic, j'arrive à mettre 10 trafiquants en prison. Et c'est effectivement peut-être beaucoup plus efficace que d'interpeller 10 ou 15 simples usagers. Christophe Soulez, nous vous remercions d'être venu donner cet éclairage large, vaste, qui montre, et vous le connaissez, vous le savez, vous le vivez, que tout ça, ce thème-là de la sécurité est un thème extraordinairement complexe. Merci Christophe Soulez.